La promesse était immense. 50 jours après sa défaite encourageante au premier tour de Roland-Garros contre Alexander Zverev, Rafael Nadal signait son retour à la compétition du côté de la Suède à Bastad. Pour une fois, l'Espagnol a fait les bons choix. Il a préféré sauter la case gazon et ne pas jouer à Wimbledon pour justement rester sur terre battue où il retrouvait de bonnes sensations, notamment à l'entraînement du côté de Porte d'Auteuil. Et cette déconvenue d'entrée contre l'Allemand, finalement elle était plus qu'encourageante étant donné que derrière Alexander Zverev, il va quand même s'incliner seulement en finale en 5-7 contre le futur lauréat Carlos Alcaraz. Et pourtant, le retour à la réalité a été brutal, un petit peu comme celui qu'on a eu il y a quelques jours en finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Là, Rafael Nadal, ça a été extrêmement compliqué tout au long de sa semaine où il a fait des matchs au couteau. Il fallait vraiment s'accrocher pour suivre un petit peu les performances et les péripéties du Mallorquin. Et le miracle n'a pas eu lieu étant donné qu'il s'incline en finale en 2-7 contre Nuno Borges, le Portugais. On va revenir sur la semaine suédoise de l'Ibérique et surtout se projeter un petit peu sur les Jeux Olympiques qui arrivent et qui étaient son objectif principal. C'est parti, jingle. Personnellement, j'en attendais beaucoup de Rafael Nadal. Pourquoi ? Parce qu'il retrouvait des bonnes sensations à l'entraînement du côté de Roland-Garros. Il n'a pas eu de chance au tirage où il s'incline en 3-7 contre Alexander Zverev qui derrière va aller jusqu'en finale. Il perd seulement en 5-7 contre Carlos Alcaraz. Donc c'était tout sauf négatif, je trouve, par rapport à ce qu'on a pu voir à Madrid, à Rome. Là, on le sentait qu'il retrouvait du plaisir sur les cours. Et d'ailleurs, son discours était beaucoup plus positif. Lui qui aurait pu s'arrêter à Roland-Garros, il a décidé de poursuivre un petit peu l'aventure. Il n'a pas fait la halte sur gazon à Wimbledon qui, à mon avis, aurait retardé sa préparation. Ce qui fait qu'il est resté sur terre battue, il s'est entraîné dans son académie, et bien évidemment, l'entraînement est différent de la compétition, mais on était en droit de se dire que Nadal, il avait des chances pour aller faire quelque chose aux Jeux Olympiques. Là encore, sur sa programmation, des choix parfaits, il va s'aligner en simple et en double à Bastad, dans un 250 en Suède, où, du coup, qui dit 250, dit terrain moins relevé, ce qui lui permet justement de retrouver du rythme, de jouer du temps de jeu contre des adversaires d'un moins gros calibre que ceux qu'il peut rencontrer en majeur, en master spin. Donc la stratégie était bonne et c'est pourquoi je me disais, Rafa pour une fois il fait les bons choix, franchement il peut retrouver de très bonnes sensations parce qu'il disait lui-même que du côté de Porte d'Auteuil il aurait aimé avoir ces sensations dès Monte Carlo. Ça n'a pas été le cas, ce qui fait que c'était impossible d'avoir des attentes élevées envers lui du côté de Paris. Mais là, 50 jours après, avec quelques matchs dans le viseur, des sets d'entraînement, on pouvait se dire ok, il va monter tranquillement en puissance du côté de la Suède et il va arriver dans de bonnes dispositions aux Jeux Olympiques. Et là, retour brutal à la réalité parce que ça n'a pas été le cas et franchement, sa semaine n'a pas été de tout repos. Ce qui fait qu'on avait un 250 du côté de Bastad où l'Espagnol s'est aligné en simple et en double aux côtés de Casper Ruud avec un tableau où les deux principales têtes d'affiche étaient Andrei Rublev, le Russe, et Casper Ruud, le Norvégien. Les deux ont perdu d'entrée, ce qui fait que toutes les planètes étaient alignées pour que Nadal aille loin, aille jusqu'au bout pour retrouver justement un maximum de confiance. Et son parcours, franchement, il a été tout sauf compliqué parce qu'il a joué le 461e, le 42e, le 36e, le 130e et le 51e en finale. Et pourtant, il s'est incliné assez sèchement contre Nuno Borges, le Portugais, en finale. Et surtout, avant son parcours, ça a été un petit peu Koh-Lanta parce qu'à chaque fois, c'était très compliqué de le suivre. On va justement redérouler un petit peu le fil de sa semaine suédoise. Mais avant ça, quand on voit le classement de ses adversaires, on peut constater qu'on a eu un Nadal loin de son niveau prime parce que si Nadal était dans ses plus belles années, logiquement, il aurait mis des scores assez secs à ses adversaires avec quelques 6-0 par-ci par-là. Et là, les additions étaient tout sauf salées. Au contraire même, ça a été extrêmement compliqué. Ces deux premiers matchs, ça allait contre Léo Borg, le fils de Björn Borg, donc il n'a pas vraiment les sensations, les repères justement du circuit principal. Là, on a eu un Rafa qui est apparu encore lent un petit peu sur ses déplacements, notamment ses déplacements latéraux, ce qui est normal, reprise de la compétition. Mais il a pu s'appuyer sur son service avec ses schémas préférentiels du gaucher, 5 aces, 74% de première balle et 82% de réussite derrière. Entre Cameron Norrie, le Britannique, qui clamait il y a quelques années que c'était le prochain numéro 1 mondial, c'est une victoire nette et sans bavure pour l'Espagnol, 6-4, 6-4, où vraiment ça a été le service minimum pour l'Espagnol contre un Britannique qui est vraiment en perdition depuis quelques temps. Rafael Nadal qui s'est fait peur parce qu'il était mené 4-1, 0-15 sur son service dans le second set et ensuite il va aligner 5 jeux d'affilée en perdant seulement 2 points. Là encore, de bonnes stats au service, 72% de première balle et 74% de réussite derrière. Et finalement, Cameron Norrie, ça sera le dernier match simple, entre guillemets, auquel sera confronté l'Espagnol dans sa semaine suédoise parce que derrière, il va vraiment devoir s'employer. Et c'est pas étonnant parce que son adversaire en quart de finale, c'est Mariano Navone, qui a fait vraiment de très belles performances cette saison sur terre battue, 26 victoires, 11 défaites, sur tous les circuits confondus.
Donc il a vraiment fait son nid, il a éclos cette saison, c'est une très très belle surprise. Et là ça a été un match vraiment laborieux des deux côtés. 6-7, 7-5, 7-5 pour Rafael Nadal, franchement c'était très compliqué à suivre. Une belle purge, le niveau était assez catastrophique, où ni l'un ni l'autre ne voulait gagner. Franchement il fallait s'accrocher parce qu'il y a eu 40 000 retournements de situation, mais qu'est-ce que c'était moche, même s'il y a eu quelques fulgurances de la part de l'Espagnol, mais honnêtement ça a très très mal démarré parce que Liberic il va être malmené dans ce premier set 4-1, double break. On va le voir vraiment peu à l'aise dans un jour sombre où il y a 2-3 coups comme ça qu'il arrive à bien faire mais qui n'auront pas d'impact sur le résultat de la rencontre parce que derrière c'est Navone qui arrive à faire la différence sur les points qui comptent parce qu'on a un Argentin qui arrive parfaitement à tenir cette diagonale, à enfoncer Rafael Nadal sur son côté coup droit. Il va vraiment le faire jouer dans les largeurs et c'est là qu'on va voir que Nadal dans ses déplacements c'est très compliqué, il est beaucoup plus lent que par le passé. Déjà ça avait été le cas en 2022 et les années d'avant, mais là c'est d'autant plus flagrant avec cette opération à la hanche, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais il va faire ce retard quand même dans ce premier set, et ça c'est tout à son honneur, avec un Mariano Navone qui va avoir du mal à garder ses engagements, étant donné qu'il va revenir à 4-3 puis à 5-5 avant d'inscrire un seul point sur son service au tie-break, alors qu'il avait eu 2 balles de 7 à 6-5. Le second set, c'est le scénario totalement inverse. Nadal va mener 3-0, double break, avant de se faire remonter 3 partout, break à 5 partout pour Nadal. Et le troisième set est tout autant un sketch. 2-0 Navone, puis 5-2 Nadal, et finalement 7-5 Nadal, 18 breaks, quasi 4 heures de jeu. Franchement, il fallait s'accrocher dans cette rencontre parce que le niveau, c'était tout sauf bon. On a eu, encore une fois, beaucoup de Rafael Nadal qui s'est imposé un peu avec cette grinta, mais Navone qui n'a pas su tuer la bête. Là, on a eu encore l'aura de l'Espagnol qui fait mal à ses adversaires, et ça a été la même chose en demi-finale contre Djokovic, le Croate qualifié, 4-6, 6-3, 6-4, une entame catastrophique de la part de l'Espagnol, très lent. La veille, il avait joué son deuxième match le plus long en 2 sets gagnants, après celui de Madrid en 2009 contre Novak Djokovic, 3h59. Il a eu moins de 20 heures pour récupérer. Donc forcément, l'entame était délicate, étant donné que le Croate va mener 3-0. Double break avec de très belles accélérations côté coup droit. L'Espagnol va faire un break de retard, donc il va débreaker une seule fois. Et après, il va être breaké d'entrée dans le second set avant de recoller immédiatement. Et Nadal a double break dans le troisième avant de se faire remonter 11 breaks, plus de 2 heures de jeu. Et là, on se demande dans quel état va arriver l'Espagnol en finale contre Nuno Borges, la révélation portugaise, qui certes est un petit peu tardive, étant donné qu'il est quand même au-delà des 25 ans. Il avait fait un très bon Open d'Australie et il pouvait jouer pour son premier titre en carrière. Et pourtant, il n'a pas été impressionné face à un Rafa, là encore, extrêmement lent. On a senti vraiment le fait qu'il avait joué plus de 6 heures sur les 48 heures qui étaient passées. C'était extrêmement compliqué pour lui. Franchement, c'était pas un très beau match. Mais Nuno Borges, il fallait achever la bête. Il a réussi parfaitement à le faire. 6-3, 6-2. Et ainsi, le Portugais devient le 5e joueur à battre l'Espagnol en finale, après Zeballos, Murray, Djokovic et Federer. Avant de dresser un bilan de l'Espagnol sur cette semaine suédoise, surtout avec les Jeux Olympiques qui arrivent, si tu ne nous connais pas, nous, c'est Game Stand Talk. Et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Djokos match sur le bouton pour t'abonner, et comme ça tu ne vas rien manquer des Jeux Olympiques et de toute la fin de saison. Comme ça on va pouvoir te tenir informé. En plus, on a plusieurs concepts sur notre chaîne, comme tu as pu le voir, avec notamment l'Histoire 2 qui a été lancée par Joris qui est actuellement en alternance au sein de notre média Game Stand Talk, mais sa seconde année est en danger, étant donné que la première année, on a le droit des aides de l'État et le reste était justement financé par nos fonds propres, mais ces aides de l'État disparaissent sur la seconde année, donc c'est pourquoi on a besoin de toi. On a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee. Tu participes à la hauteur de tes moyens, toute donation est appréciée. On a lancé 2 formules, une à 2 € par mois qui te donne accès à un Discord privé où tu vas pouvoir discuter directement avec nous, choisir les prochains sujets de vidéos, et un autre à 5 € par mois qui te donne accès au Discord bien évidemment, mais également à 2 vidéos exclusives tous les mois faites pour toi. Et la première a été lancée, elle est sur Richard Gasquet, et la seconde sera sur une Italienne qui fait parler d'elle en ce moment, Jasmine Paolini. Donc si tu veux rejoindre l'aventure, poser ta pierre à l'édifice, ça se passe sur Tipeee, je te mets tous les liens en commentaire et en description. Un grand merci à toi si tu nous soutiens. Si on dresse un bilan de l'Espagnol sur cette semaine à Bastad, franchement il est mitigé, parce qu'il rejouait son premier match depuis 50 jours par rapport à son élimination à Roland-Garros contre Alexander Zverev dans un premier tour encourageant. Encore une fois, il ne fallait pas tirer l'Allemand d'entrée, étant donné qu'il s'était imposé à Rome. L'Espagnol l'a dit lui-même, il était à 2 doigts de prendre sa retraite, mais finalement il a changé d'avis par rapport à ses sensations qu'il a eues sur la semaine d'entraînement qui a précédé Roland-Garros. Donc ça, c'était extrêmement positif. C'était la première fois qu'on l'entendait avoir un discours si optimiste pour la suite. Donc on était en droit
de se dire qu'il pouvait faire des choses, notamment sur un 250 avec un tableau beaucoup moins relevé. Lui, il n'a pas eu de transition terre battue gazon, puis terre battue. S'est entraîné à chaque fois sur terre battue et franchement, il ne pouvait que monter en puissance et ça a été beaucoup plus compliqué par rapport à l'ensemble de ses matchs parce que là, encore une fois, il n'a pas joué des grands noms, il n'a pas joué de top 5. On n'imagine pas là, le tarif qu'il aurait reçu contre des top 10, contre des top 20, parce que là c'était extrêmement compliqué contre certes des profils terriens qui ont crânement joué leur chance, mais Rafael Nadal par rapport à son niveau actuel, honnêtement c'est beaucoup trop fluctuant. Nadal a plus de 38 ans et forcément quand tu passes la trentaine, tu as deux constats qui sont par rapport à ton jeu, c'est que logiquement tes déplacements latéraux commencent à diminuer par rapport à ta vitesse, tu es un petit peu en retard, c'est ce qu'on voit depuis quelques années chez Rafael Nadal et c'est d'autant plus flagrant maintenant, également le temps de récupération qui est plus important que quand tu es jeune. Là, tu as plus de mal à enchaîner, tu as joué 4 heures, le lendemain, rejouer 4 heures, c'est trop compliqué. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, contre Navone, il a joué quasiment 4 heures, il a su remettre ça le lendemain contre le Croate. Mais en finale, ça a été beaucoup trop compliqué et ça a été un retour à la réalité par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a du positif qui en ressort? Si on commence par là, il a toujours cette grinta, cette niaque de se battre. On l'a vu célébrer certains coups. Il a toujours vraiment dans sa palette quelques accélérations côté coup droit, quelques accélérations côté revers qui font la différence, qui derrière n'ont pas eu d'incidence parce qu'à chaque fois, il s'est fait débriquer, il s'est emmené dans des situations un petit peu complexes, mais il a toujours ces points un petit peu popcorn qu'il arrive à faire. Il a ce QI tennis, également cette intelligence de jeu, avec, on l'a vu faire des services roulés quand c'était beaucoup plus compliqué physiquement. Il s'est rassuré, je pense, par rapport à son endurance, cette capacité à avoir enchaîné son quart et sa demi-finale avec moins de 20 heures de récupération et un match de 3h59, il l'a dit, c'est la première fois en 2 ans qu'il arrive à enchaîner 4 matchs de suite, donc là il a disputé 5 matchs, même s'il était réduit en miettes dans cette finale où il s'est incliné assez sèchement en 2-7, et derrière si on regarde un petit peu les points négatifs, il y en a plusieurs, et c'est logique par rapport à son âge, 38 ans passés, parce qu'il a encore de très belles séquences dans sa raquette, mais il n'arrive pas à tenir un niveau de concentration élevé, ce qui fait que pendant 2-3 heures, il arrive à avoir un très bon niveau de jeu moyen. Non, il a de bonnes séquences, mais il a également de très mauvaises séquences, où on l'a vu, côté coup droit, ça faisait penser à ses pires heures, notamment en 2015-2016, où il manquait de confiance. Il est capable de prendre un petit peu de vitesse, d'aller chercher un long de ligne monumental, et derrière, de te faire des balles où il peine à sortir du carré de service. Pareil côté revers, où quand il est bien positionné, il arrive à te le frapper très tendu, t'accélérer, mais sinon, quand il est à la bourre chaque fois dans ses déplacements en latéraux, où ses adversaires en profitent, parce qu'ils vont jouer sur la largeur, ils vont l'agresser sur son côté coup droit, et on le voit, il a du mal à se déplacer, il est systématiquement en retard, notamment côté revers, et du coup ce qu'il trouve mieux à faire, c'est des moonballs, des balles très bombées côté revers, où il ne prend aucun risque, qui sont compliqués à jouer pour ses adversaires, mais là ça témoigne d'un joueur qui est en manque de confiance, qui est en manque de repères physiques, et qui a du mal, quand on le déporte comme ça, à droite, à gauche, vraiment à avoir ce temps de réaction et être suffisamment en avance sur ses balles pour être parfaitement positionné. Non, il arrive en retard et derrière, ça l'emmène à la faute ou à prendre vraiment beaucoup de sécurité dans ses frappes et ne pas faire la différence qui fait que ses adversaires se régalent et peuvent s'engouffrer dedans en l'attaquant. Et son service, c'est là que le bas blesse parce qu'il a été breaké 19 fois en 5 matchs. Franchement, à chaque fois qu'il joue un de ses services, on se disait, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça a été extrêmement compliqué, il donnait beaucoup. On sait qu'il a énormément perdu dans ce compartiment de jeu-là, mais derrière, il n'a aucun point gratuit. À chaque fois, en fait, il n'arrive pas à se mettre dans de bonnes dispositions. Donc oui, peut-être qu'à 40-0, 40-15, il arrive à sortir à des moments une belle accélération, mais sinon, il n'arrive pas à sécuriser ses engagements. Il est tout le temps en difficulté, ce qui fait qu'il doit souvent forcer. Et derrière, il court après le score et on le voit en retard, on le voit essayer de faire des choses, mais à chaque fois, il est mal positionné, donc la balle sort. Donc c'est un bilan vraiment mitigé pour Nadal dans cette semaine suédoise parce qu'il y a du positif, avoir enchaîné 5 matchs quand même, ça il fallait le faire encore une fois, à 38 ans, il a été opéré de la hanche, je le rappelle, sans l'oublier un petit peu, mais il le dit lui-même, il n'a pas retrouvé toutes ses sensations, tous ses repères parce que ça impacte son jeu, son service, son coup droit, son revers, ses déplacements, ça on a l'impression que tout va bien, mais non, il doit encore retrouver certains automatismes, là c'est un petit peu prématuré, il les retrouve désormais, mais honnêtement c'est compliqué parce qu'il a cette niaque, il a cette envie, ce fighting spirit qui fait plaisir à voir jouer, mais d'un point de vue tennistique, là on l'a vu vraiment malmené contre des joueurs moyens qui n'ont pas forcément un très très gros niveau, mais où il n'arrive pas à les déborder, à tenir son avantage, donc j'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer contre un top 10, contre un top 20. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas le niveau de Rafael Nadal à 38 ans, tout ça est cohérent, tout ça est logique, par rapport au fait qu'il ait vraiment maltraité son corps et qu'il arrive en fin de carrière. Le problème, c'est plus ceux qui espèrent que Nadal peut encore gagner des majors ou des grands titres. Et je vous vois venir, est-ce qu'on peut rêver d'un Rafael Nadal médaillé aux Jeux Olympiques, que ce soit en simple ou en double?
En simple, ça va forcément dépendre de son tirage au sort. Il va retrouver le cours Philippe Chatrier, Roland Garros dans des températures qui sont un petit peu mieux qu'en mai, où logiquement il devrait faire beau, il devrait faire chaud. Donc là, il a des repères vraiment clairs et nets, ce qui n'est pas le cas à Bastad en Suède. Donc il devrait, je pense, un petit peu hausser son niveau de jeu. Mais pour moi, l'écart est trop grand pour aller taper du Alcaraz, du Sinner, du Zverev dans ces conditions-là. Donc ça va dépendre de son tirage au sort. Plus il va avancer, plus il a des chances de jouer des adversaires menaçants. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des adversaires qui auront eu du mal à se réaccommoder à la terre battue après le gazon, d'autres qui vont plutôt penser déjà à l'été nord-américain avec la surface dure. Donc sur ça, peut-être qu'il peut tirer son épingle du jeu, lui qui est resté sur cette surface avec quelques acquis, mais derrière, à un moment, ça va plafonner, peut-être en 8e, en quart de finale, quand il va rencontrer une grosse tête de série qui, elle, aura des repères, aura des certitudes. Là, ça risque de faire mal et l'addition devrait être salée pour l'Espagnol. Par contre, à mon avis, il peut espérer quelque chose en double où il sera associé à Carlos Alcaraz. Donc là, il n'y aura pas d'automatisme, ils vont devoir tout apprendre. Mais Nadal, c'est un excellent joueur de double. Il l'a montré encore avec Casper Ruud où il s'est retiré justement pour récupérer un petit peu plus pour sa finale. 2 victoires, quand même, il a une science du jeu qui fait que à Roland Garros, sur terre battue, en double, avec Carlos Alcaraz qui voudra bien faire avec son aîné, je pense qu'ils peuvent aller chercher de grandes choses. Et c'est peut-être là qu'ils devraient miser parce que en simple, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte par rapport à son tirage, son état de forme. En tout cas, ce qu'il a montré cette semaine, c'est trop insuffisant pour espérer aller chercher une médaille en simple aux Jeux Olympiques. Pour patienter justement jusqu'aux Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques jours, je te renvoie à cette vidéo où on te pose la question suivante. Est-ce que le tennis est en déclin? Est-ce que ça n'intéresse plus personne? Joris tente d'y répondre et je te laisse avec lui.